Ma pauvre Maire. Curieuse affaire judiciaire que celle des étrangleurs des Alpes. Tout d'abord, il ne s'agit pas d'une seule affaire, mais de deux. Elle n'est pas le fait d'une bande organisée, ni celle d'une association de malfaiteurs. Cependant, ces deux affaires ont été jugées ensemble et aboutirent le 17 mars 1910 à 4 condamnations. Et l'un des inculpés a été guillotiné en place publique à Sisteron. Tout commence à Gap, préfecture des Hautes-Alpes, en juillet 1905. Le 28 juillet, le commissaire de police est informé de la découverte dans le canal du Moulin Neuf, à Gap, du cadavre d'une personne étrangère au pays, au nom de Seguin Eugène Victor, moissonneur ambulant. Il a été vu pour la dernière fois le 23 juillet vers 4 heures de l'après-midi avec 4 individus au café Clément, puis vers 11 heures du soir au café Gauthier. Et enfin vers minuit, à la maison de tolérance, toujours avec les mêmes personnes. Dans le rapport du commissaire, les 4 individus avec lesquels Seguin a été vu, le premier est borgne. Le second est petit et gros. Le troisième et le quatrième ne présentent aucun signe particulier. Ces 4 hommes sont immédiatement suspectés, même s'ils ne seront identifiés que bien plus tard. D'après les renseignements recueillis, la victime est arrivée le dimanche 23 juillet vers minuit à la maison de tolérance avec le borgne et le petit gros. Les 2 autres sont arrivés peu après. Seguin et ses 2 compagnons quittent l'établissement après quelques verres. À peine sortis, les 2 autres individus les suivent. Comportement bizarre quand on sait le sort qui sera réservé à Seguin. Seguin a-t-il été étranglé ? Pas exactement. L'autopsie révélera qu'il n'a pas succombé à l'asphyxie. Sa mort remonterait à 4 ou 5 jours, le cadavre n'ayant été découvert que le vendredi 28 juillet. Que s'est-il passé entre Seguin et ces 4 individus ? Y a-t-il eu une dispute ? L'a-t-on attaqué pour le voler ? Un certain Olivero qui se trouvait à Gap le 23 juillet est recherché. Non qu'il soit directement suspecté, mais parce que l'on pense qu'il peut aider à identifier les 4 individus que l'on soupçonne d'être les auteurs de l'assassinat. Olivero ? S'agit-il d'Olive ? On ne le sait pas. Mais une note du dossier datée du 9 août 1905 indique que la piste le concernant devient brûlante. Procès verbal transmis au procureur de la République de Digne-les-Bains le 8 août 1905. D'après la rumeur publique, parmi les moissonneurs,
Le principal auteur du meurtre de Séguin serait le nommé Franzoni. Antonin François Olive dit Franzoni va-t-il être jugé? Eh bien non. Il ne fera que 3 mois de préventive. Les preuves étaient-elles suffisantes? Les témoins se sont-ils rétractés? Olive, interrogé, a sûrement nié toute participation au crime. Au bout de 3 mois, il est relâché. Mais était-il vraiment impliqué dans le meurtre de Séguin? 1909. 4 années sont passées. Le 17 juin, un rapport établi par la gendarmerie de Volonne, dans les Basses-Alpes, atteste qu'on a découvert sur la rive gauche de la Durance le cadavre d'un homme reposant sur le gravier à 30 mètres de la berge. Le juge d'instruction de Sisteron arrive sur place. Il reconnaît immédiatement le cadavre. C'est Dussert, marchand forain demeurant à Sisteron. Sisteron. Une enquête est aussitôt ouverte. Elle ne traîne pas. Dès 18h, ce même jour, les gendarmes de Sisteron recueillent 4 dépositions. Première déposition. Blanc Marcel, cousin de Franzoni. J'ai passé l'après-midi à Sisteron avec Dussert, et je ne l'ai quitté qu'à 7h du soir pour aller souper chez ma mère. Plus tard dans la soirée, on s'est retrouvés rue Sonnery. Il m'a offert un cigare. On s'est séparés vers 10h du soir. Deuxième déposition. Émile Donnet, voiturier à Sisteron. Julien Sauvert, cordonnier à Sisteron, a raconté que 2 mois plus tôt, Dussert lui avait montré un papier affirmant qu'il allait toucher 700 francs d'indemnité d'une compagnie d'assurance. Troisième déposition. Antonin François Olive, dit Franzoni. Je vous dis, hier, je suis allé au café de la Veuve Esséric où j'ai passé la soirée en compagnie de mes sauniers. Je suis allé me coucher vers 10h du soir. Quatrième déposition. Adeline André, hôtelière à Sisteron. Hier, vers 4h de l'après-midi, Dussert et Blanc Marcel sont venus dans mon restaurant. Vers 7h du soir, ils ont mangé. C'est Dussert qui a tout payé. En présence de Blanc, il a sorti 2 billets de 100 francs, un billet de 50 francs et une pièce de 20 francs. Madame André contredit donc la déposition de Marcel Blanc, cousin de Franzoni, selon laquelle il aurait dîné chez sa mère. Le 18 juin, lendemain de la découverte du crime, le cordonnier Julien Sauvert est appelé lui aussi à témoigner et fait un portrait peu flatteur de Dussert. Cinquième déposition. Il y a 8 à 10 mois que je le connais. C'était mon voisin et ami. Il était très avare et se nourrissait très mal. Il y a 2 mois environ, il m'a montré un titre de 700 francs représentant une indemnité pour un accident de travail. J'ignore s'il a touché le montant de ce titre. Les soupçons des enquêteurs vont s'orienter vers Blanc et son cousin Franzoni qui ont été vus en compagnie de Dussert le jour du crime à Sisteron. Franzoni est interrogé, car il pourrait éventuellement fournir des renseignements sur l'assassinat de Dussert. Je vous dis, en ce qui concerne Dussert, dont vous me relevez le nom, je vous assure que je ne le connaissais pas, jusqu'au jour où je l'ai rencontré chez mon cousin Blanc. Franzoni est un dur à cuire. Dans un premier temps, il ne reconnaît rien, pas plus qu'il n'avait avoué le meurtre de Séguin. Des témoins l'ayant vu avec Dussert le jour du crime, il est inculpé d'assassinat. L'enquête révèle que Blanc et Franzoni ont attiré Dussert dans un guet-apens au Vieux Moulin, situé au confluent du Buèche et de la Durance à Sisteron pour lui dérober son argent. Franzoni l'étrangle, s'empare du porte-monnaie du pauvre malheureux. Blanc jette le corps 100 mètres plus bas dans la Durance. Blanc et Franzoni sont confrontés et se renvoient la faute l'un sur l'autre. Après un long interrogatoire, Franzoni passe aux aveux. « Eh bien oui, c'est moi qui ai tué Dussert. » Mais comment les enquêteurs vont-ils faire le rapport avec l'assassinat de Séguin 4 ans plus tôt?
Un inspecteur de Marseille fit parvenir le rapport d'enquête suivant aux gendarmes de Sisteron. Un employé de la maison de tolérance à Gap a vu Franzoni dans le bâtiment le jour où Seguin a été assassiné. Franzoni était avec la victime, ainsi qu'un dénommé Trouin, un individu borgne et un troisième homme. Ils ont quitté la maison vers minuit et en partant, Franzoni m'a dit « Je n'ai fait que 3 mois de préventive. J'ai eu de la veine. Tu n'as pas parlé. Tu es un bon ami. » Arrestation. Les gendarmes arrêtent Blanc, Franzoni et les 2 autres complices du meurtre de Gap. Été 1909. La cour d'assises des Basses-Alpes à Sisteron eut à juger ensemble les affaires de Gap et de Sisteron. La salle d'audience du tribunal fut littéralement prise d'assaut. Quoi qu'il en soit, les 2 affaires firent grand bruit dans le pays tout entier grâce sans doute à l'astucieux journaliste qui avait baptisé les criminels les étrangleurs des Alpes. Les faits reprochés. Franzoni, avec ses 3 complices, ont attaqué 2 colporteurs pour leur dérober leur argent. Seguin à Gap et Dussert à Sisteron ont été assassinés par Franzoni. Le jugement. Après un long réquisitoire du procureur de la République, le juge prit la parole et prononça le verdict suivant. Trouin, pour complicité du meurtre de Seguin, vous êtes condamné à 20 ans de travaux forcés et 20 ans d'interdiction de séjour. Ganzin, pour complicité du meurtre de Seguin, vous êtes condamné aux travaux forcés à perpétuité. Blanc, pour complicité des meurtres de Seguin et Dussert, vous êtes condamné aux travaux forcés à perpétuité. Antonin François Olive, dit Franzoni, né à Pépin dans les Basses-Alpes. Pour avoir assassiné les sieurs Seguin et Dussert, le tribunal vous condamne à la peine de mort. Mercredi 24 mai 1910. Jour de l'exécution. Le service d'ordre comprend 4 compagnies d'infanterie venues de Digne-les-Bains et la gendarmerie de Sisteron. La foule est maintenue très loin du lieu de l'exécution. Les bois de justice sont montés par le bourreau et ses aides. La guillotine est là, dans l'angle du palais de justice et la maison d'arrêt. Le public ne voit rien et manifeste un certain mécontentement. 3h10 du matin. Pendant que le bourreau vérifie le bon fonctionnement de la guillotine, le procureur, le juge, le greffier, le sous-préfet, le commissaire de police et 2 gendarmes pénètrent dans la maison d'arrêt. La porte du cachot s'ouvre. Franzoni se réveille. Devant lui, la vision des hommes en uniforme et des hommes en noir. Il est complètement hagard. Le procureur s'approche de lui, pose sa main sur son épaule et lui dit « Olive, j'ai la triste mission de vous annoncer que votre pourvoi a été rejeté par le président de la République. L'heure d'expier vos fautes a sonné. Ayez du courage. » Il ne paraît pas comprendre. Il fixe pendant près d'1 minute les personnes présentes. Puis tout à coup, la lumière se fait en lui. Ma madre, ma pauvre madre, mon Dio. Et pourtant, c'est pas moi qui en ai fait le plus. L'abbé Ferraud confesse Franzoni. Il est très affaissé. Il est pris de tremblements convulsifs
se tient machinalement le visage et ne cesse de sangloter. L'exécution. Dehors, il pleut. Les autorités et les journalistes se tiennent sur le perron du palais de justice à côté de la guillotine. La foule est là. Soudain, le silence total. La porte de la prison s'ouvre lourdement. Franzoni, précédé du procureur, accompagné par l'abbé Ferraud et soutenu par un gardien de prison. Il apparaît livide. Il descend les quelques marches et se trouve à 1 mètre de la bascule. L'abbé l'exhorte au courage et l'invite à demander pardon à Dieu. Il lui montre la guillotine en lui présentant le crucifix. Franzoni regarde la machine de haut en bas. C'est une véritable loque humaine qu'ils sont obligés de porter devant la sinistre machine. Les aides du bourreau le poussent sur la guillotine. Franzoni a un brusque recul. Le bourreau est obligé de le saisir par les oreilles afin d'engager à fond sa tête dans la lunette. La lourde lame tombe dans un bruit sourd. Tout est fini. Cette histoire est vraie. Il y a eu sur cette place, le mercredi 24 mai 1910, derrière le bureau de la poste que l'on connaît aujourd'hui, le seul, l'unique guillotiné de Sisteron.